Bonjour, il est 10 heures du matin, donc nous commençons cette nouvelle rencontre avec Jean-Claude Dumancel, qui est un habitué enfin de cette activité et qui va nous parler aujourd'hui de Deleuze. Et il va faire une sorte d'analyse de texte d'un livre qui est très connu et Répétition et différence. Et ça, avec plaisir que nous accueillons Jean-Claude pour un petit peu l'écouter, et écouter ses explications, ses analyses de quelques idées qui sont dans ce livre-là de Deleuze, et puis de revenir sur la pensée de Deleuze et voir en quelle sorte elle peut toujours nous intéresser aujourd'hui philosophiquement. Alors, Jean-Claude, c'est à toi la parole. On te voit pas, mais c'est pas grave. Ah, Et oui, euh, oui, oui. Voilà, alors, c'est rétabli là. oui. Voilà. Ah, Oui, ah, oui et non. voilà. Oui. Donc, je te laisse la parole pendant 1 heure. Ensuite, on Entendu. aura le plaisir de discuter avec toi. Et voilà, c'est à toi la parole. Merci, merci Hamdi, et donc pour cette nouvelle occasion de causer dans ce lieu de rencontre. Et donc, cette année, Différence et répétition est au programme de l'oral d'agrégation. Et ça a été l'occasion pour moi de relire ce livre que je connais depuis sa publication. Et donc, ce que je vais essayer de faire, parce que c'est un livre difficile, je vais, dans les deux méthodes possibles pour commenter un livre de philosophie, je vais plutôt aujourd'hui faire différence et répétition, pardon, différence et répétition selon l'ordre des choses. Selon l'ordre des choses, c'est-à-dire d'une certaine façon, je vais essayer de me livrer à une tentative d'axiomatisation, c'est très sélectif, pour mettre en évidence le système deleuzien formulé dans une série de thèses relativement précises. Voilà. Donc, nous allons avoir un point de départ peut-être un petit peu abrupt, parce que, comme vous le savez, des axiomes, ce ne sont pas forcément des évidences, et donc je vais partir d'un passage, c'est page 211-212, où nous allons voir se nouer d'une certaine façon la problématique. Voilà, je cite, au rapport qui constitue l'universel du problème, correspondent des répartitions de points remarquables et singuliers qui constituent la détermination des conditions du problème. Proclus, tout en maintenant le primat du théorème sur le problème, avait défini rigoureusement celui-ci comme concernant un ordre des événements et des affections. Des événements et des affections. Et Leibniz disait bien ce qui séparait le problème et les propositions, toutes sortes d'événements, je cite Leibniz, le comment et les circonstances, fin de citation, où les propositions trouvent leur sens. Alors, je commence par ce passage où de laisser intervenir Proclus, parce que je crois qu'il y a deux expressions qui doivent nous interroger, nous surprendre même, nous étonner. Euh, c'est dans le commentaire d'Euclide par Proclus, et Proclus nous parle, c'est de la géométrie, nous parle d'événements et d'affections. Qu'est-ce que des événements et des affections peuvent bien avoir à faire en géométrie? Et euh, si nous voulons obtenir la réponse pour l'usage que va en faire Deleuze, je crois qu'il faut nous demander quelle figure géométrique, chez Deleuze, connaissant un peu quels sont ses maîtres, quelle figure géométrique peut bien faire l'objet d'affection, quelque chose qui va affecter la figure. Et je crois que par là même, vous connaissez
vous entrevoyez la réponse, tout au moins, vous entrevoyez ou même vous voyez carrément la réponse. Ça se trouve dans un livre de Bergson dont nous dit, Deleuze nous a dit dans son article le plus ancien sur Bergson que le secret de Bergson se trouvait dans Matière et Mémoire. Et dans ce livre, eh bien, page 181, nous avons la figure que vous voyez peut-être là, ce que j'ai essayé d'arriver à la présenter, n'est-ce pas? C'est le fameux cône de Bergson, dont nous parlerons plus amplement dans la suite. Donc c'est le cône de Bergson qui, d'après le contexte, va faire l'objet de ces affections qui vont aussi être des événements. Ce qui fait que Deleuze est amené à forger une expression un peu paradoxale, des événements idéels. Des événements idéels, c'est-à-dire des événements qui se produisent non pas dans notre monde sensible, dans notre sublunaire où nous sommes, mais des événements qui se produisent dans le monde intelligible de Platon, des événements idéels, comme par exemple le fait qu'un cône, figure géométrique en soi, se trouve sectionné d'une certaine façon. Donc ce sont les sections coniques qui vont être ici, en quelque sorte, le paradigme de ce que des affections dont parlait Proclus. Et si nous voulons voir l'usage que Deleuze va en faire, nous devons ajouter une petite citation de Matière et Mémoire qui est oubliée par Deleuze, mais qui va nous donner une clé ici. Voici ce que Bergson dit, page 190, dans Matière et Mémoire. Il y a toujours quelques souvenirs dominants, véritables points brillants, autour desquels les autres forment une nébulosité vague. Dans le cône de Bergson, les différentes sections représentent une certaine systématisation de notre passé, à chaque fois, qui est différente aux différentes hauteurs, mais Bergson ajoute à cette pure géométrie un cône avec des plans de section, il ajoute des points, ce qu'il appelle des points brillants qui vont représenter des souvenirs dominants, et des souvenirs dominants différents sur chacun de ces plans. Voilà. Et donc ça nous donne ce qu'on pourrait appeler la géométrie philosophique de Bergson, un cône, des plans de section de ces cônes, et sur ces plans de section, disséminés des points brillants, et puis par opposition à une nébulosité vague. Voilà. Ça, c'est un volume, des plans et des points. Voilà. Ça, c'est le schéma bergsonien dont Deleuze va faire un certain usage. Comment est-ce qu'il va en faire un usage? Eh bien, il va mettre directement en rapport cette opposition de Bergson entre des souvenirs dominants et des souvenirs quelconques. Il va le mettre en rapport avec un distinguo de Leibniz entre ce que Leibniz appelle des points ordinaires et des points remarquables. Des points ordinaires et des points remarquables sur une courbe sur la courbe représentative d'une fonction, et donc par conséquent par exemple les points d'inflexion qui vont indiquer des passages plus importants sur cette courbe. Voilà. Ce qui nous mène donc dans Différences et répétitions, page 212, à ce que Deleuze va transposer de la façon suivante la distinction problématique de l'ordinaire et du singulier. L'ordinaire d'une part et ce qui est singulier d'autre part. Nous avons maintenant donc les éléments pour comprendre ce que Bergson va faire à partir de là. Mais nous allons voir d'abord que ça s'aggrave d'une certaine façon par rapport à ce qu'avait dit Proclus, qui lui parlait simplement d'affection d'une figure géométrique. Voici ce que Deleuze écrit, page 220, dans Différences et répétitions. Pour autant que le cogito renvoie à un jeu fêlé, d'un bout à l'autre fendu par la forme du temps qui le traverse, il faut dire des idées, avec une majuscule, qu'elles fourmillent dans la fêlure, qu'elles émergent constamment sur les bords de cette fêlure, sortant et rentrant sans cesse, se composant de 1000 manières diverses.
Et Deleuze ajoute, il appartient à l'idée d'intérioriser la fêlure et ses habitants, ces fourmis. Voilà. Il y a une fêlure, il y a des fourmis qui entrent et qui sortent. Voilà. Donc, vous voyez que ça s'aggrave par rapport à ce que disait simplement Proclus, qui parlait simplement d'affection d'une figure géométrique. Voilà que le cône de Bergson, maintenant, non seulement il est affecté par des sections, mais il est fêlé. Et voilà des fourmis qui sortent, qui rentrent par la fêlure. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Évidemment, il va nous incomber de nous le demander et de proposer une réponse. Bon. Mais pour cela, d'abord, nous devons nous reporter aux passages les plus importants dans Différences et répétitions du point de vue de ce qu'on va reconstituer d'abord, c'est-à-dire la métaphysique de Bergson, puis la métaphysique de Deleuze, pardon, puis il y aura ensuite la logique, l'éthique, la logique, l'éthique et l'esthétique correspondante. Ces deux textes capitaux se trouvent page 274 et 335. D'abord, le texte le plus riche qui se trouve page 274. Voici ce que nous lisons, page 274. Le schéma bergsonien qui unit l'évolution créatrice à matière et mémoire commence par l'exposition d'une gigantesque mémoire, multiplicité formée par la coexistence virtuelle de toutes les sections du cône, entre guillemets, chaque section étant comme la répétition de toutes les autres et s'en distinguant seulement par l'ordre des rapports et la distribution des points singuliers. Puis, l'actualisation de ce virtuel mnémonique apparaît comme la création de lignes divergentes dont chacune correspond à une section virtuelle et représente une manière de résoudre un problème. Mais en incarnant dans des espèces et des parties différenciées l'ordre des rapports et la distribution des singularités propres à la section considérée. La différence et la répétition dans le virtuel fondent le mouvement de l'actualisation, de la différenciation comme création, se substituant ainsi à l'identité et à la ressemblance du possible, qui n'inspire qu'un pseudo-mouvement, le faux mouvement de la réalisation comme l'imitation abstraite. Voilà le premier texte capital. Et puis le deuxième que nous allons avoir à associer déjà à celui-ci, c'est page 335, c'est beaucoup plus bref. 335, on y arrive. Voici ce que nous dit Deleuze. Il n'y a pas d'amour qui ne commence par la révélation d'un monde possible en tant que tel, enroulé dans autrui qui l'exprime. Le visage d'Albertine exprimait l'amalgame de la plage et des flots, citation de Proust, de quel monde inconnu me distinguait-elle? Toute l'histoire de cet amour exemplaire, c'est la longue explication des mondes possibles exprimés par Albertine. Alors nous allons évidemment avoir à nous demander quel est le rapport entre ce texte où Deleuze nous dit comment l'évolution créatrice, c'est la suite de matière et mémoire, d'une part, et d'autre part, cette histoire d'Albertine conçue comme une sorte de monde possible, d'expression leibnizienne. D'autant plus que ça va se compliquer si nous revenons page 274, parce que page 274, il y a une petite note sur Bergson, où Deleuze nous dit « Bergson est l'auteur qui pousse le plus loin la critique du possible, mais aussi qui invoque le plus constamment la notion de virtuel. » Alors, vous voyez que ça pose un problème simplement de cohérence. Comment Deleuze peut-il nous raconter que
Albertine est une sorte de monde possible, s'il faut endosser la critique bergsonienne du possible qu'il a rappelé par ailleurs. Voilà, ça va être un problème de cohérence tout à fait capital. Notons simplement ce problème parce que, en attendant, nous allons avoir à expliquer autre chose. Et d'abord, ce problème, il va nous mener à des distinctions capitales qui vont constituer tout ce qu'on peut appeler, je crois, la division deleuzienne du possible. Car si on veut résoudre le problème de cohérence que je viens de poser, eh bien, il va falloir passer par cette division deleuzienne du possible. Et ça commence, page 334, page 334, par disons, la notion tout à fait la plus élémentaire du possible que Deleuze note très concrètement de la façon suivante: un fourmillement de possibilités autour de la réalité. Ça, c'est la notion minimale du possible en métaphysique. Il y a la réalité, et puis on ne peut parler de possibilité que s'il y a une multitude de possibilités autour de la simple réalité. Bon, c'est tellement élémentaire ici que nous pouvons prendre comme point de repère à ne pas perdre de vue le symbole du possible dans la logique modale, c'est-à-dire, vous le savez sans doute, un petit losange qui signifie il est possible que de ceci ou cela. Voilà. Donc c'est ce petit losange que nous allons essayer de suivre dans l'ensemble de la division que Deleuze va découvrir dans cette notion de possible, ou que nous devons expliquer de toute façon si nous voulons surmonter le problème de cohérence que j'ai signalé. Par exemple, on aurait un son possible. Bon. Alors, quel est le premier embranchement dans cette division du possible? Deleuze va nous montrer, je crois, qu'il faut distinguer entre la possibilité logique, d'une part, et la possibilité ontologique, d'autre part. La possibilité logique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Est possible ce qui n'est pas contradictoire, ce qui n'implique pas de contradiction, comme disaient les logiciens médiévaux brutement, ce qui n'implique pas de contradiction. Donc, du moment que c'est pas contradictoire, c'est possible en un certain sens, c'est le sens tout à fait élémentaire. Mais évidemment, ce n'est qu'une définition négative. Ça nous dit ce que le possible n'est pas, mais ça ne nous dit pas ce qui peut se cacher sous la notion de possible envisagé positivement. Donc, il y a aussi une définition positive, des définitions positives du possible, qu'on va pouvoir appeler donc le possible ontologique. Mais ce possible ontologique, ça va nous amener d'une certaine façon à parcourir toute l'histoire de la philosophie, ou tout au moins de la métaphysique. Ce possible ontologique, il va prendre trois figures principales, c'est-à-dire que nous allons avoir le possible au sens d'Aristote, le possible au sens de Leibniz et le possible au sens de Bergson. Alors, le possible au sens d'Aristote, nous pouvons dire brièvement qu'est-ce que c'est que le possible au sens d'Aristote? C'est l'être en puissance. L'être en puissance, par exemple, je reprends l'exemple classique, c'est la statue qui est en puissance dans le bloc de marbre ou dans le bloc de bois. Bon. Ou encore, c'est la bataille navale de demain qui est en puissance dans la situation d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le possible aristotélicien. Ensuite, il y a le possible leibnizien. Le possible leibnizien, qu'est-ce que ça veut dire? Le possible chez Leibniz, ça veut dire c'est un prétendant à l'existence. Je rappelle cette citation capitale de Leibniz. Il y a un combat entre tous les possibles, tous prétendant à l'existence. Et vous voyez que prétendre à l'existence, c'est tout autre chose qu'être simplement non contradictoire, évidemment. Et puis, troisième
troisième forme du possible, c'est le possible bergsonien, et le possible bergsonien, eh bien, c'est le virtuel. La contribution proprement bergsonienne à la métaphysique du possible, c'est la notion de virtuel. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le possible? Eh bien, c'est connecté essentiellement à la thèse principale de Bergson sur le possible, c'est-à-dire dans son petit article sur le possible et le réel, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une création de possible par la réalité. Et évidemment, là encore, c'est tout à fait nouveau par rapport à Leibniz et Aristote. Voilà. Mais voilà donc toutes ces possibilités. Mais je rappelle qu'il y a un possible surnuméraire, page 335, eh bien, c'est l'idée, il n'y a pas d'amour qui ne commence par la révélation d'un monde possible, et c'est le visage d'Albertine, et par conséquent, voilà un possible surnuméraire, mais que malheureusement, nous devrons laisser de côté, parce que le statut, évidemment, ce qui pose problème ici, c'est que Deleuze réintroduit par la fenêtre ce qui était sorti par la porte, c'est-à-dire la notion de monde possible, la notion de monde possible empruntée à Leibniz. Voilà. Mais là, au niveau de l'explication du texte de 1968, nous devons nous arrêter là, car cette conception, cette notion supplémentaire de possible chez Deleuze, eh bien, c'est quelque chose qui n'aboutira vraiment que dans son dernier livre, dans Qu'est-ce que la philosophie. Voilà. Donc, au niveau de l'explication d'un texte de 1968, je ne peux pas aller plus loin ce matin. Et maintenant, il va falloir nous demander qu'est-ce qui est dit dans ce passage où Deleuze nous donne l'articulation de matière et mémoire et de l'évolution créatrice, en quoi l'évolution créatrice est la suite de matière et mémoire. Et d'ailleurs, il y a une expression clé dans ce page, c'est-à-dire que Deleuze va parler de différenciation créatrice. C'est une théorie de la différenciation créatrice que Deleuze obtient simplement, d'une certaine façon, par un commentaire de Bergson, en montrant comment l'évolution créatrice ne fait qu'appliquer un schéma ontologique qui était déjà posé dans matière et mémoire. Alors, là, nous devons nous aider j'ai rappelé le cône de Bergson, mais nous devons nous aider d'un double schématisme de Bergson, parce que vous savez que si, comme dans d'autres textes, Bergson compare l'inconscient à une pyramide. Alors, il sera très commode pour nous d'imaginer, n'est-ce pas, que sous le cône de Bergson que nous avons rappelé, se trouve également la pyramide bergsonienne, avec ses différents étages qui pourront recevoir des comment dirais-je, les produits, en un sens, de ce qui se passe dans le cône supérieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce qui fait que nous obtenons, à partir du cône Bergson, ce qui, pour les mathématiciens, ils appelaient ça un cône à double nappe, avec une nappe supérieure qui est symétrisée par une nappe inférieure. Mais chez Bergson, ça devient tout à fait différent, puisque le cône supérieur, c'est la mémoire, et ce qui se passe dans la nappe inférieure, eh bien, c'est le cours de la durée. Voilà. Et plus précisément, donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux nappes? Eh bien, dans Matière et mémoire, Bergson avait introduit la notion d'un objet virtuel doté d'un certain mouvement. C'était le mouvement du souvenir qui soumis, dit Bergson, à un mouvement de rotation pour chercher le bon souvenir, le souvenir qui va être utile, et puis doublé d'un mouvement de
translation d'un niveau à un autre, d'un plan à un autre, pour transformer le souvenir pur en souvenir image, qui va être donc le souvenir actualisé. Bon. Évidemment, dans l'évolution créatrice, c'est tout à fait transformé. Ça prend une ampleur cosmologique. Le mouvement de l'objet virtuel, eh bien, ça va être le parcours du concept nouveau que Bergson introduit, c'est-à-dire le concept d'élan vital. Donc, il y a le mouvement de l'élan vital dans la partie supérieure, et dans la partie inférieure, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ce que Bergson appelle l'évolution créatrice, et c'est-à-dire ce qui est dessiné ce qui était dessiné 2 ans avant par Deleuze dans son petit livre sur Bergson. C'est la façon dont la vie se divise d'abord dans le végétal d'une part et l'animalité d'autre part, et puis la façon dont la branche animale va se subdiviser elle-même pour donner d'une part l'instinct quand on retombe du côté de la matière, et d'autre part l'intelligence. Voilà. Donc l'idée deleuzienne, c'est que l'évolution créatrice ne fait que actualiser dans le monde sensible ce qui se passe au niveau intelligible dans le mouvement de l'élan vital. Dans ce que Bergson, dans ce que Deleuze appellera la mémoire de l'être. Voilà pour l'explication de ce que Deleuze appelle donc la différenciation créatrice. Et la suite directe, eh bien, ça va être la réponse deleuzienne sur ce qui va se produire, ce qui va se présenter dans sa théorie, dans sa métaphysique du temps, et plus précisément dans sa réponse sur la question des rapports entre l'être et le temps, où il va essentiellement suivre la position de Bergson. Donc ça va se présenter par une théorie des synthèses du temps. Ça va se présenter, c'est comme ça qu'il appelle ça. Il y a plusieurs synthèses. Je vais simplifier l'exposé aujourd'hui pour bien concentrer sur ce qui est le plus important, ne serait-ce que par souci de brièveté. Il va y avoir trois synthèses du temps qui vont intervenir dans cette théorie sur l'être et le temps. La première synthèse, c'est la synthèse des données immédiates. Synthèse de données immédiates que Deleuze rappelle très brièvement en disant simplement 4 heures sonnent. 4 heures sonnent à un clocher voisin, et étrangement, je n'ai pas fait attention au départ, mais je peux compter les coups qui ont été sonnés dans le passé. Ça, c'est une des multiples analyses de l'époque, n'est-ce pas, où on met en évidence un présent spécieux qui est capable de déborder sur le passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer d'indiquer le point de vue deleuzien là-dessus. Ça veut dire que le temps psychologique empiète sur le temps physique, c'est-à-dire sur quelque chose qui est déjà passé. Il empiète d'une façon dont il ne peut pas empiéter sur le futur, pas du tout. Voilà. Donc il empiète sur le temps passé, et par conséquent, si le temps psychologique est capable d'empiéter sur le temps physique, ça veut dire que nous sommes dans le domaine métaphysique, où l'opposition du psychologique et du physique est déjà être transgressée d'une certaine façon. Et Deleuze va même en rajouter une couche, n'est-ce pas, puisqu'il va nous présenter une sorte de doctrine de la métempsychose. Je lis page 113. Page 113. Excusez-moi, nous y arrivons. Je cite. « Et ce que nous disons d'une vie, nous pouvons le dire de plusieurs vies. Chacune étant un présent qui passe, une vie peut en reprendre une autre, à un autre niveau, comme si le philosophe est le porc, le criminel est le saint,
jouait le même passé au niveau différent d'un gigantesque cône, ce qu'on appelle métampsychose. Et à l'échec de l'histoire de la philosophie, qu'est-ce que Deleuze est en train de faire ici? La métampsychose, vous vous souvenez, c'est la thèse de Platon dans le mythe d'Air. Donc, ça veut dire que Deleuze est en train de mettre le mythe d'Air dans le cône de Bergson. Voilà, ni plus ni moins. Et alors, en termes plus prosaïques, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je lis une thèse essentielle qui se trouve page 105. On peut donc concevoir un perpétuel présent, un présent coextensif au temps. Il suffit de faire porter la contemplation sur l'infini de la succession d'instants. Alors, ça veut dire que, c'est-à-dire que Deleuze part ici du concept qui par tout le monde, y compris par un Russell, par exemple, sur l'idée qu'il existe un présent spécieux qui déborde sur le passé. Mais combien il dure ce présent spécieux? Les psychologues ont essayé de mesurer, mais ils n'ont jamais été d'accord. Et ça veut dire qu'en fait, le présent spécieux, il est élastique, il peut s'étendre on ne peut pas dire où il s'arrête. Eh bien, on peut imaginer un temps où la totalité du temps psychologique recouvrirait la totalité du temps physique. Voilà. Ce qui est Ça, c'est la première synthèse du temps. La première synthèse du temps, c'est des données immédiates, et elle va déboucher, d'après Deleuze, sur un problème négligé par tout le monde. Je cite, nous n'avons pas du tout montré pourquoi le présent passé, puisqu'il pourrait aussi bien être coextensif au temps, pourquoi le présent passé, ni ce qui l'empêchait d'être coextensif au temps. Voilà. Et donc, ce problème va trouver sa réponse, sa solution deleuzienne, dans ce qu'il appelle la deuxième synthèse du temps, c'est-à-dire la synthèse qui se trouve dans ce qu'il appelle les quatre paradoxes de matière. C'est la synthèse qui se trouve dans Matière et mémoire, celle-ci, ce qu'il appelle les quatre paradoxes de comment dirais-je, les quatre paradoxes du temps et de la mémoire que je vais devoir me contenter de dénoncer un peu dogmatiquement. Premièrement, paradoxe de la conscience. Je cite, « Tout le passé coexiste avec le nouveau présent. C'est la coexistence de tous les plans du cône, contenant chacun tout le passé, avec sa pointe, portant le présent. Je cite, d'où l'idée bergsonienne que chaque actuel présent n'est que le passé tout entier dans son état le plus contracté. Secondo, paradoxe de la mémoire multiple. Je cite, sens de la célèbre métaphore bergsonienne du cône. Le passé coexiste d'abord avec soi à une infinité de degrés de détente et de contraction divers, à une infinité de niveaux. C'est la coexistence de tous les plans du cône entre eux. Tertio, paradoxe de la préexistence. Je cite, l'élément pur du passé en général préexiste au présent qui passe. C'est la préexistence du cône à sa rencontre avec le contenu du plan qui, vous le savez, représente la matière. Et enfin, quatrième paradoxe, paradoxe de la contemporanéité du passé avec le présent qu'il a été. C'est la contemporanéité entre le présent comme présent, à la pointe du cône, et le présent retenu comme passé sur un plan quelconque du cône, là, et donc la raison du temps qui passe, c'est-à-dire que c'est l'accroissement du passé qui, du point de vue deleuzien, explique le passage du curseur du présent. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième synthèse du temps, mais il va y avoir une troisième synthèse du temps qui, elle, n'est pas du tout empruntée à Bergson, et il faut le rendre à l'auteur source, c'est, on peut dire, la synthèse de Hölderlin. Mais la synthèse de Hölderlin, elle va vraiment jouer son rôle que comme réponse à un problème qui n'est pas formulé expressément par Deleuze, mais un problème qu'il connaît bien,
Et vous voyez que le travail du commentateur ici, c'est de trouver la question à laquelle répond l'auteur sans avoir formulé la question. Mais quelle est cette question? Ben, c'est une question de Nietzsche. Et la question de Nietzsche est la suivante. Qu'est-ce qui peut casser en deux l'histoire du monde? Casser en deux l'histoire du monde. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui, sur le cours de l'histoire, définit ce qui, dans Mille plateaux, sera appelé l'an zéro? Comment peut-on décider, sur le cours du temps, qu'il y a une année qui est l'année zéro? Voilà. Ça, c'est le problème qui, selon Deleuze, va recevoir sa réponse de Hölderlin dans sa théorie du temps tragique. Et plus précisément, ça va être nous allons retrouver la fêlure de tout à l'heure. Deleuze va s'inspirer aussi d'une nouvelle de Fitzgerald qui s'appelle La fêlure. Et donc, ça va être la rencontre entre la fêlure de Fitzgerald d'une part, affectant le cône de Bergson, et d'autre part, la césure de la notion de césure qui va être introduite par Hölderlin, l'idée que dans le temps tragique, s'introduit une césure entre un avant et un après. Par conséquent, le problème, ça va être où se pose la césure, quels sont les rapports quantitatifs entre l'avant et l'après, ou des choses comme ça. Alors, je lis le passage essentiel où Deleuze va connecter fêlure du cône et fêlure de la mémoire, donc césure du temps. Voici ce qu'il dit. La césure est l'avant et l'après qu'elle ordonne, une fois pour toutes, qui constitue la fêlure du jeu. La césure est exactement le point de naissance de la fêlure. C'est-à-dire que si nous replaçons cela dans le schéma que nous avions tout à l'heure avec la double nappe du cône qui s'actualise, le cône supérieur qui s'actualise dans la nappe inférieure, eh bien, ça veut dire que dans le cône supérieur se produit la césure du temps tragique, mais de façon différente à chaque étage du cône, et c'est la façon dont la césure est posée dans la nappe supérieure qui va, par sa sélection, déterminer la césure de la durée historique dans la nappe inférieure. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, c'est la fêlure dans le cône du cône de la mémoire qui détermine la césure du temps historique qui, dans tel ou tel système, va dire que c'est ça qui constitue l'année zéro. Voilà. Ce qui est capable, d'après Nietzsche, de casser l'histoire en deux avec un avant et un après, comme il ne pourra pas y en avoir d'autres. Voilà. Et avec ces trois synthèses du temps, je crois que nous avons fait le tour dans le système deleuzien de ce qui est à cette époque la métaphysique deleuzienne. Je vais passer maintenant à la logique. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, combien? Oui. À la logique, on va pouvoir la présenter, n'est-ce pas, comme si on était en philosophie analytique, avec une syntaxe, une sémantique et une pragmatique, suivant la distinction, n'est-ce pas, qui, comme vous le savez, a son origine chez Peirce. Voilà. Alors, la syntaxe d'abord. La syntaxe, c'est pas de la syntaxe pure, parce qu'il n'y a pas vraiment de syntaxe pure du point de vue philosophique, parce que la syntaxe pure, c'est avec des signes dénués de sens, par conséquent, on peut dire n'importe quoi. Mais la syntaxe va jouer ici un rôle d'épreuve, l'épreuve du sens et du non-sens. C'est la correction syntaxique qui va nous pouvoir dire si ça a un sens ou si ça n'en a pas.
Et ici, je crois que nous allons pouvoir partir d'une comparaison entre le non-sens wittgensteinien et le non-sens à la Lewis Carroll qui va être adopté par Deleuze. Le non-sens à la Wittgenstein, dans le Tractatus 4003, c'est, par exemple, ça consisterait à dire le bien est moins identique que le beau. Ça, c'est un non-sens du point de vue de la syntaxe wittgensteinienne, de la grammaire wittgensteinienne. Chez Lewis Carroll, quelle sorte de choses pouvons-nous avoir? Je vais en donner un petit exemple. Once a coincidence was taking a walk with a little accident. Il était une fois une petite coïncidence qui faisait une promenade avec un petit accident. Voilà. Mais ici, peu importe. Le point important, c'est que nous avons une sorte de consensus sur le fait que c'est la syntaxe, l'incorrection syntaxique qui va nous permettre de déceler ce qui est le non-sens. Voilà. De faire le partage entre sens et non-sens. Maintenant, passons à la sémantique. Parce qu'à la sémantique, le problème va véritablement se poser. Deleuze va partir d'un livre de Russell très, très important qui s'appelle Signification et vérité. Très important, ne serait-ce que parce que nous y trouvons effectivement les deux concepts fondamentaux de la sémantique, c'est-à-dire le sens et puis la référence des propositions, c'est-à-dire la vérité. Ça, c'est dans Russell. Bon. Et à partir de là, Deleuze va poser une question qui n'est pas expressément formulée, mais c'est la tâche du commentateur justement de l'énoncer. Deleuze va se poser la question, une question qu'on peut poser de la façon suivante, je crois, quel est le lieu de la vérité? Un peu comme quand les philosophes analytiques, justement, se demandent qu'est-ce qui est le sujet du prédicat vrai. Voilà. Et il va partir de la position de Russell. Il va partir de la position de Russell. Quelle est la position de Russell? C'est dire que la vérité, c'est quelque chose qui qualifie une proposition. Bon, prenons un exemple. Prenons la proposition la Terre tourne et sa négation, la Terre ne tourne pas. Si l'une est vraie, l'autre est fausse. Et le point important, c'est que vérité comme fausseté doivent d'abord avoir un sens. Donc ça, Deleuze concède que c'est la grande découverte de Russell, et d'une certaine façon de Lewis Carroll déjà, la grande découverte de Russell, c'est que le sens est une notion plus fondamentale que la vérité, puisque le faux lui-même doit d'abord avoir un sens. Donc, un sens opposé au non-sens, évidemment. C'est-à-dire que la notion de sens ne va elle-même prendre tout son sens que si nous sommes capables de voir qu'est-ce que ça peut bien être qu'un non-sens. Voilà. Et donc, c'est un point d'accord entre Russell et Concession, si vous voulez, point d'accord entre Russell et Deleuze, mais Deleuze va dire, finalement, ce caractère fondamental du sens par rapport à la vérité, Russell n'a pas été assez loin dans ce caractère fondamental, car le sens qui est découvert ici est plus vaste que le sens qui sert simplement à donner le point commun du vrai et du faux. Et pour voir ce que comment dirais-je, fonder l'idée que il y a davantage dans la notion de sens qui a été ainsi découverte en amont du vrai et du faux. C'est là que Deleuze va faire jouer le nonsense de Lewis Carroll. Le non-sens, c'est pas seulement le caractère agrammatical de ce qui viole la syntaxe logique, c'est aussi un nonsense qui a une signification ironique ou humoristique, par conséquent qui a une signification pour lui-même dont il faut rendre compte. Voilà. D'où
la thèse deleuzienne, ici, la première thèse deleuzienne, qui était déjà dans son livre sur Bergson, à savoir, il faut porter l'épreuve du vrai au niveau des problèmes. Si nous voulons avoir la plénitude de ce qui est encore inconnu dans cette notion de sens, il faut passer par la notion de problème. Avant qu'une proposition soit vraie ou fausse, il faut la voir comme une question répondant à un problème, et il faut nous demander aussi si ce problème est un vrai problème ou si c'est un faux problème. Donc avant la qualification des propositions par le vrai et le faux, il y a une qualification des problèmes avec l'alternative du vrai et du faux, puisqu'il y a aussi des faux problèmes. Et si nous posons des faux problèmes, nous risquons fort de nous retrouver devant des propositions qui tout simplement vont être dépourvues d'intérêt. Voilà. Et alors, sur ce... Mais ça, c'est porter l'épreuve du vrai au niveau des problèmes, c'est simplement programmatique. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, il va y avoir chez Deleuze un type de problème qui va avoir véritablement valeur de paradigme. Si nous voulons voir tout ce qui est de la richesse du concept de problème, il nous faut prendre quelque chose qui, à première vue, semble simplement illustré dans ce domaine, mais qui va pouvoir être généralisé par le philosophe. Le paradigme du problème, c'est le problème d'algèbre. Pourquoi? Parce que un problème d'algèbre, ce qu'il a de très intéressant, c'est qu'il peut recevoir plusieurs solutions. Et plusieurs solutions qui sont également vraies, n'est-ce pas? Donc nous avons un problème, et pour cet unique problème, nous avons plusieurs solutions qui toutes peuvent être vraies. Par exemple, pour prendre le cas le plus simple, on pourra avoir une solution réelle, dans les nombres réels, mais aussi une solution imaginaire pour un problème. Voilà. C'est ça qui fait l'intérêt du paradigme algébrique pour Deleuze. Bon. Pourquoi? Parce que ça va entraîner, c'est le corollaire qu'il faut surtout expliquer, ça va entraîner une redistribution complète des rapports entre l'universel et le singulier. Alors, pour comprendre cette redistribution, procédons à une comparaison entre ces notions lorsqu'elles s'appliquent à une proposition et ces notions lorsqu'elles s'appliquent à un problème. Voyons d'abord ce qui se passe sur une proposition. Il faut le dire parce que très souvent, on pourrait avoir l'impression que Deleuze n'a pas compris de quoi il s'agit. Par conséquent, il faut rappeler que c'est quelque chose qui peut parfaitement vous concéder parce que ça ne fait pas problème, parce qu'il a un autre problème. Les propositions, comme chacun sait, il y a d'abord des propositions singulières, comme par exemple Socrate est assis, et puis nous avons des propositions générales. Et les propositions générales, le point, c'est qu'elles se subdivisent immédiatement. Il y a les propositions particulières et les propositions universelles. Les propositions particulières, ce sont celles qui mettent en jeu le quantificateur existentiel, et les propositions universelles, ce sont les propositions qui sont commandées par le quantificateur universel. Donc c'est une forme d'universalité, mais c'est l'universalité caractéristique des propositions, car il va se passer tout autre chose du côté des problèmes. Qu'est-ce qui se passe du côté des problèmes? Deleuze commence à dire de la façon suivante, il dit un problème va recevoir des solutions, qui seront des propositions, évidemment, et les propositions, d'une certaine façon, elles sont toujours particulières. Elles sont toujours particulières parce que nous sommes dans le paradigme algébrique où une solution peut être justement une solution, mais ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres solutions. Donc il y a une particularité qui est propre à la proposition lorsqu'elle est vue comme la solution d'un problème. Tandis que le problème, il est universel. Parce que le problème, il commande toutes ces solutions. Donc, il y a une universalité qui est caractéristique du problème. N'est-ce pas? Donc, il fallait préciser tout ça. Parce que dans certains textes, on a l'impression que Deleuze ignore complètement la classification, l'arbre habituel des propositions. Ce n'est pas le cas. Il a une autre problématique qui est celle des
qui est celle justement du paradigme algébrique avec l'élargissement philosophique qui peut en être fait. Voilà. Voilà donc ce qui se passe du côté de la sémantique, c'est-à-dire à partir de la problématique signification et vérité, lorsque la vérité, l'épreuve de la vérité n'est pas portée seulement sur les propositions, mais aussi sur les problèmes. Et nous aboutissons par la pragmatique, nous arrivons à la pragmatique qui, elle, va pouvoir être dite très brièvement, même laconiquement, parce que ça va prendre la forme d'une parabole paradigmatique, la parabole où quelqu'un dit à quelqu'un « répète un peu ». N'est-ce pas, il y a des variantes. Est-ce que tu peux me répéter ça? Ça, c'est ce que vous voyez que c'est un acte illocutionnaire tout à fait singulier que de dire à quelqu'un « répète un peu ». Ce qu'on pourrait appeler un acte illocutionnaire politique. Pourquoi? Parce que il va faire, si c'est répété ou si c'est pas répété, de toute façon, ça va faire la différence. Donc, c'est la répétition comme critère de ce qui peut faire la différence dans une interlocution, évidemment, un peu, comment dirais-je, conflictuelle. Oui. Maintenant, nous pouvons passer, nous y sommes déjà passés avec ce répète un peu, nous pouvons passer à l'éthique deleuzienne. Et qu'est-ce qui va constituer l'éthique dans différence et répétition? Ça commence page 30, où Deleuze écrit, je cite, « La répétition constitue par elle-même le jeu sélectif de notre maladie et, le « et » est souligné, de notre maladie et de notre santé, de notre perte et de notre salut. » Voilà, le « et » est souligné à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? La répétition qui est à la fois c'est la maladie et de la santé, de la perte, qui est une répétition qui est à la fois perte et salut. Ça veut dire que nous sommes, vous aurez reconnu, n'est-ce pas, le pharmacone, ce qui est à la fois remède et poison, où tout est une question de dosage. Si je prends un remède, si c'est mal dosé, ben ça peut devenir un poison. Et je crois qu'il nous faut un symbole pour ça, puisque c'est une des significations du caducée. Je dirais que nous sommes ici devant le caducée deleuzien qui, d'une certaine façon, vous voyez que c'est une façon de se placer par-delà le bien et le mal, mais sans du tout nier la pertinence de ces notions, évidemment. Et quelle est la suite alors? Eh bien, la suite, c'est page 194, lorsque Deleuze écrit « La pensée d'autres mésaventures que l'erreur, la pensée, pardon, a d'autres mésaventures que l'erreur, des opprobres plus difficiles à vaincre, la folie, la bêtise, la méchanceté, horrible trinité, ne se réduit pas au même. » Voilà. Nous voyons apparaître ici une horrible trinité, mais il va y avoir une suite parce que page 196, voici ce que dit Deleuze. Comment le concept d'erreur rendrait-il compte de cette unité? La lâcheté, la cruauté, la bassesse, la bêtise sont des structures. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, alors il parlait Deleuze parlait vous avez vu tout de suite de l'horrible trinité, c'est une horrible quaternité, c'est-à-dire que nous avons ici le diagnostic, enfin, le doigt pointé de Deleuze sur le mal. Quels sont ça applique une thèse qu'on trouve chez Scheller, que le problème de l'éthique, c'est de s'occuper du bien, évidemment, mais de s'occuper en priorité de savoir qu'est-ce que c'est que le mal. Nous avons ici la théorie deleuzienne du mal, avec cette horrible
fraternité. Et puis, page 197, ça se précise, quand Deleuze dit là s'opère le sabbat de la bêtise et de la méchanceté. Nous sommes dans des années où vient de paraître un nouveau journal qui s'appelle le journal Bête et Méchant. Il y a des rapports très subtils entre la bêtise et la méchanceté, formant ce sabbat qui est décrit par Deleuze. Et évidemment, le sabbat s'étend aux quatre formes du mal qui ont été d'abord rassemblées. Et tout ça débouche sur une problématique qui n'est énoncée que partiellement, mais qu'il faudrait compléter, où Deleuze dit il faut faire de la bêtise un problème transcendantal. Voilà, parce que sinon on s'en tirera jamais avec elle. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'éthique dans Différence et répétition. Deleuze est le philosophe qui a décelé et dénoncé le sabbat qui est formé par la cruauté, la lâcheté, la bassesse et la bêtise dans leur alliance quasi perpétuelle. Voilà. C'est une théorie du mal pour évidemment mettre en évidence le problème du bien qui se pose à partir de là. Et je vais donc terminer par l'esthétique de Kant, si j'ai encore quelques minutes, oui. Alors, l'esthétique de Kant, ça va, page 94, ça va commencer par la description d'une double ambiguïté de l'esthétique. L'esthétique, je vous rappelle Deleuze, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier d'une part une théorie du sensible. Et puis d'autre part, il y a un autre sens de l'esthétique qui elle-même se subdivise. Il n'y a pas de terme usuel là-dessus. Je vais en introduire. Il y a ce que j'appellerais l'esthétique des grâces, d'une part, et l'esthétique des muses, d'autre part. L'esthétique des grâces, c'est bien connu, c'est le sens le plus usuel, qui est rappelé par Deleuze aussi. L'esthétique, c'est la théorie du beau. Voilà. Donc, théorie du sensible, théorie du beau. Mais l'esthétique des muses, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle la philosophie de l'art. Voilà. Donc, et nous allons avoir des différences et répétitions, une esthétique deleuzienne déployée sur ces différents aspects. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, pour le comprendre, il faut rappeler, puisque c'est le cône de Bergson qui, vous l'avez vu, constitue en quelque sorte le repère, l'équivalent pour Deleuze de ce qu'est le repère cartésien pour les mathématiciens. Eh bien, ce cône de Bergson, il faut rappeler son origine, qui n'est pas rappelée par Deleuze, qui est généralement oublié par les commentateurs, mais c'est dit par Bergson. C'est en toutes lettres, le modèle du cône de Bergson, c'est ce que Bergson le dit, c'est la tension électrique. La tension électrique, c'est-à-dire ce que les physiciens appellent aussi la différence de potentiel, DDP. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'explique. Le caractère différentiel est évident ici, mais ça s'explique surtout. Deleuze va élargir ça. Chez Bergson, c'est la tension électrique. Deleuze va l'élargir dans quelque chose qu'on trouve dans tous les manuels de physique au niveau du lycée, c'est-à-dire la grande analogie qu'on peut observer entre, d'une part, un circuit électrique et d'autre part, une station de ski, ce qui se passe dans une station de ski avec les remontes-pentes d'une part, mais d'un côté, n'est-ce pas, les joyeux skieurs qui s'élancent sur les pistes descendantes. Voilà. C'est une grande analogie entre la mécanique d'une station de ski, d'une part, et l'électricité du circuit électrique, d'autre part. Mais alors, pourquoi est-ce que je rappelle ça? Quel est le rapport avec l'art, avec la philosophie de l'art? Eh bien, ce rapport, chez Deleuze, dans Différence et répétition, il va être assumé, si on peut dire, dans par rapport relativement à ce qui, en philosophie de l'art, est le défi
le plus grave. En matière d'art, au sens général, qui inclut la littérature, qu'est-ce qu'on peut trouver qui, pour le philosophe, soit un défi plus grand? Eh bien, je vous montre le livre, c'est le Finnegan's Wake de Joyce. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un défi pas comme d'abord, Butor, qui a écrit un article capital là-dessus, il dit il n'est pas question de lire. Est-ce que j'ai lu Finnegan's Wake? Mais non, c'est comme la Bible, ça ne se lit pas, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que c'est un tel défi? Parce que, comme vous le savez, en simplifiant, Finnegan's Wake, c'est un livre qui est écrit presque totalement en mots valises. Bon, le mot valise, qu'est-ce que c'est? Deleuze en donne un paradigme, c'est le mot chaosmos. Chaos, un chaos qui serait en même temps un cosmos. Un cosmos qui serait en même temps un chaos. Et ça va conduire Deleuze à son concept principal en matière de philosophie de l'art, c'est-à-dire l'idée que l'œuvre d'art se caractérise par le fait qu'elle compose au moins deux séries. Deux séries qu'on peut noter avec d'ailleurs le symbole qui est devenu usuel à cette époque structuraliste, c'est-à-dire le rapport entre le signifiant et le signifié. Il y a une série signifiante et une série signifiée. Par exemple, il va y avoir une série du cosmos et puis une série du chaos. Mais c'est pas seulement ça. Cette composition sérielle, en quelque sorte, ça pourrait rester uniquement du parallélisme, mais l'important, c'est qu'est-ce qui va être capable de faire communiquer les séries. Faire communiquer les séries, je vais vous le montrer, c'est dans mon exemplaire de Finnegan's Wake, dans les petits schémas que je suis obligé d'écrire pour m'y repérer. Je ne sais pas si ça se voit, n'est-ce pas? Vous voyez que dès les Finnegan's Wake, dès la première page, c'est la page 3, pas la pagination, mais c'est la première page du texte, nous voyons apparaître, je ne sais pas si je le montre, nous voyons apparaître la foudre. La chute de la foudre, qui va devenir le symbole de toutes les chutes, la chute originelle, la chute du diable, même ça va devenir hyperbolique. La chute de Humpty Dumpty chez Lewis Carroll, etc. Et par conséquent, nous allons retrouver dans l'œuvre d'art, à titre paradigmatique, ce rôle par exemple, de la foudre ou d'une chute quelconque qui va faire communiquer les deux, de manière paradoxale, les deux séries qui ont été rassemblées d'abord. Et donc ça va déboucher sur l'idée qu'il y a une structure commune de la nature et de l'art. Série qui n'est pas nommée, mais comme c'est très commode quand on veut parler de quelque chose, de lui donner un nom, c'est une série, c'est une structure que je propose d'appeler la structure sigma. Imaginez un sigma majuscule, il a comme une mâchoire, il a comme des dents, et c'est entre ces dents que va surgir l'étincelle de la foudre, n'est-ce pas, un peu comme dans un arc électrique. Donc, ce qui est caractéristique de la philosophie de l'art de Deleuze dans Différence et répétition, c'est l'idée qu'on peut déceler une structure commune à la nature, d'une part, et à l'art, d'autre part. Je terminerai là-dessus en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'était vraiment une leçon très, très riche. Et, donc, en tout cas, moi, personnellement, pour moi, c'était très intéressant de t'écouter ce matin et de découvrir vraiment beaucoup de choses dans ce visage et de découvrir aussi que tu as beaucoup parlé de Bergson, que de Deleuze parfois. Et ce lien très fort entre Deleuze et Bergson qui est à creuser, Oui. peut-être quelque chose qui n'est pas assez bien travaillé, je crois. Donc, je te remercie pour cette leçon. On peut dire que c'est une leçon, hein, plus qu'une conférence, parce que elle nous a
aider à revoir pas mal de choses. Et une fois, bien sûr, placé dans ce projet, le projet du livre. Et c'est aussi une façon de revitaliser ce livre, de faire revivre ce livre par rapport à des choses qui sont encore toujours d'actualité. Exactement. Alors, je ne sais pas si Valéria, comment tu as réagi par rapport à cette leçon. Et Oui, merci beaucoup. Merci Andy, merci Monsieur Dumoncel. C'était vraiment très intéressant. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup penser à plusieurs choses. La première, sans doute, m'a frappé, c'est en fait, ce que vous avez dit sur Deleuze, sur cet ouvrage incroyable, vraiment sur plusieurs points de vue, sur cet ouvrage vraiment pluriel, sur le rapport, sur la sémantique. En tant que linguiste, ça m'a vraiment interpellée. Et voilà, ça me fait un peu sourire, en fait, le travail des linguistes en ce moment, qui, en général, ce qui est le trend, la tendance générale, c'est de ne pas considérer du tout le sens dans leur construction, par exemple. Et c'est une vieille, vieille question, un vieux problème quand on a donné la suprématie à la dame phonétique plutôt que la dame sémantique. Et voilà, donc Deleuze nous rappelle vraiment l'importance de l'ancrage du sens dans la recherche de la vérité, dans ce que nous pensons être la vérité. Et voilà, c'est vraiment une question épistémique, une question déontologique aussi qui se pose aux linguistes aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. Je vous remercie beaucoup. Une seconde. Alors, merci Valéria, vraiment c'est très intéressant ce que tu dis. Jean-Claude, j'ai quelques à la fois des questions, mais c'est surtout des demandes d'éclaircissement de quelque chose. Par exemple, quand tu as parlé du possible, euh, comment le distinguer du contingent? Est-ce il y a, par exemple, on peut distinguer ou si c'est possible, Oui. ça veut dire contingent, ou ça veut dire que c'est un peu le substitut ontologique du possible. Le contingent, c'est un peu en quelque sorte le substitut sur le plan ontologique du possible. Et ça, c'est très important, très éclairant ce que tu as dit, c'est-à-dire les différentes conceptions du possible qui varient d'Aristote jusqu'à nos jours, jusqu'à Bergson, et encore plus, il y a peut-être aujourd'hui d'autres. Mais est-ce qu'on va beaucoup plus vers cette conception un peu à la base de souche bergsonienne, le possible comme virtuel, c'est-à-dire, comme tu l'as bien dit, création de possibles par la réalité elle-même, c'est-à-dire des Mm. virtualités, c'est-à-dire même au sens physique et pas au sens dans le langage ou dans la façon d'aborder le réel. Et ça, cette idée est très intéressante, qu'on trouve chez beaucoup de mathématiciens, hein, par exemple comme Gilles Châtelet, etc., Mm. ce concept virtuel. Et, mais à la fois, cette idée chez Leibniz de ce combat entre les possibilités, c'est-à-dire ça nous réfère à la notion de monde possible sur laquelle tu as beaucoup travaillé, à cette sémantique des mondes possibles, c'est-à-dire euh, il y a toujours une multiplicité ou un pluralisme de mondes, de possibilités qui sont en lutte et qui peut-être sur le plan de la création pour Leibniz a été favorisé par la volonté divine, mais ça ne veut pas dire que ces possibilités n'existent pas, elles existent dans l'intelligence divine éternellement, je ne sais pas comment. Mais cette idée de lutte, de combat, et qu'il faut à un moment faire un choix et favoriser une possibilité au détriment d'une autre. Et ça, c'est Absolument. vraiment très volontariste, pardon, comme question. Mais est-ce qu'on peut, par tout ça, se dire libéré de la conception aristotélicienne de la potentialité, de cette idée de Ah, potentialité? Donc, voilà, j'ai noté des choses comme ça. Alors, je te remercie parce que tu as parlé de Louis Carroll, qui n'est pas vraiment très connu, surtout c'est un grand logicien, et ce rapprochement entre à la fois Deleuze et Carroll, et parce qu'à un moment tu dis, c'est un peu la conception
Euh, c'est le non-sens tel qu'il est compris par Louis de Carroll, cette notion de non-sens qui est adoptée par Deleuze plutôt que le non-sens de Wittgenstein, par exemple, ou de Russell ou des logiciens. Et là, ça interpelle sur toujours la question du rapport de Wittgenstein, de Deleuze à Wittgenstein. Je dis, est-ce qu'il était, comme tu sais très bien, qui était un rapport très ambigu, contradictoire. Et une Oui, fois, j'ai posé la question à David Lapoujade, que tu connais, qui vient d'éditer un des cours de philo de peinture de Deleuze. Et je lui dis, mais pourquoi toute cette ignorance de la part de Deleuze, enfin, toute cette agressivité? Mais il m'a dit non, mais il a lu Wittgenstein et il faut pas prendre ça comme un rejet de Wittgenstein, hmm, mais beaucoup plus complexe que ça. Et je te remercie aussi sur deux points. D'abord, la bêtise. Il faut, encore comme tu dis, il faut faire de la bêtise un problème transcendantal. Je crois que c'est la tâche de la philosophie de combattre la bêtise. Il l'a dit. Il y a beaucoup de Tunisiens qui en sont appropriés ça pour idéologiquement cerner une bêtise, c'est-à-dire favoriser leur propre idéologie contre d'autres idéologies. Et c'est pas le sens vraiment intime de ça chez Deleuze, cette lutte contre la bêtise. Et surtout, il faut considérer le fait qu'il faut rendre ou faire de la bêtise un problème transcendantal. Et c'est ça ce qui est le plus important. Je termine. Est-ce que cette union de la nature et de l'art, ce truc-là, par la foudre ou par d'autres choses, est-ce qu'il n'est pas contradictoire avec l'art contemporain qui veut vraiment se détacher du naturel, etc., et vers l'expressivité, l'expression, même si on est contre nature ou on fait des choses contre naturel. Voilà. oui. Oui. Alors, je prends tes questions dans l'ordre. Tu avais commencé par Aristote. Hein. Ce que je voudrais préciser, c'est que comment la typologie des possibles que j'ai essayé d'exposer, c'est pas du tout exclusif. Je prends par exemple la bataille navale de demain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Deleuze a été constamment sollicité par cette question des possibles, puisque d'abord, il y a un petit livre très précieux de Pierre-Maxime Schul sur le dominateur et les possibles, l'argument dominateur de Diodore, et Deleuze avait aidé Pierre-Maxime Schul a corrigé les épreuves de ce livre. Donc, tout jeune, il avait été, d'une certaine façon, plongé, et il reprend ça dans le cinéma. On retrouve le paradoxe de Diodore Chronos, et la thèse supposée paradoxale de Diodore Chronos, et dans le livre sur le cinéma, et Deleuze appelle ça carrément le problème des futurs contingents. Donc, il n'y a pas du tout à exclure le problème de la bataille navale de demain, il se pose encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas du tout à exclure ce concept-là, qui a comment dirais-je, sa légitimité régionale, si on peut dire, dans les termes de Husserl. Là. C'est un certain type d'ontologie régionale. Il n'y a pas du tout à l'exclure. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est commun au possible aristotélicien et au possible leibnizien, c'est que ce sont des possibles limitatifs. Si on crée le monde tel qu'il est, ça exclut tous les autres mondes possibles. Donc, tandis que la création du possible par le réel, eh bien justement, ça réinsuffle de la possibilité dans notre monde. Ça répond au cri de Kierkegaard du possible. Nous voulons du possible. Donc, ces possibles ne sont pas exclus. Sur le rapport à Wittgenstein, c'est compliqué, effectivement. Le plus important, c'est que Russell, un jour dans ses cours, il a dit « J'accuse Wittgenstein d'avoir tué Russell ». Et c'est vrai. Wittgenstein est arrivé un jour dans le bureau de Russell et il lui a démontré que
le livre d'épistémologie qu'il était en train d'écrire était en porte-à-faux, et Russell a rangé le livre dans son tiroir, il n'en a jamais pu reparler. Donc, nous sommes sur des faits, nous ne sommes pas simplement sur des comment dirais-je, des humeurs. Oui, tout à fait. Il y a la lettre très connue de Wittgenstein à Russell où je me dis, je ne vous adresserai plus jamais la parole. Et d'autre part, alors objectivement, la question de la bêtise, par exemple, c'est une question essentielle chez Wittgenstein. Je n'ai pas le texte ici, mais on pourra en reparler. Wittgenstein dit il y a beaucoup plus à chercher pour le philosophe dans les bas-fonds de la bêtise. Il ne le dit pas comme ça, hein, mais plutôt que dans les hauteurs de l'intelligence. Et puis sur le chaos également, il y a un passage essentiel de Wittgenstein où Wittgenstein dit le philosophe, il doit s'installer dans le chaos primitif et là se trouver bien. Voilà. C'est ça le vrai Wittgenstein. Et donc, c'est le premier ou second d'ailleurs, peu importe. Et avec une évolution. Mais donc, quand on sait tout ça, eh bien, on s'aperçoit que c'est un jeu de, comment dirais-je, un jeu décadent que d'essayer d'opposer des auteurs comme ça. Pour moi, c'est tout à fait essentiel de philosopher sur ces deux registres. Alors, j'essaie de répondre aussi. Il y avait une question plus. Oui, sur le rapport à l'art. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais de l'explication de différences et répétitions. Et je crois que c'est lié à différence et répétition. Quand on lit, on s'aperçoit que Deleuze s'en prend toujours à quelque chose qui est non élucidé. C'est ce qu'il appelle la, comment dirais-je, la représentation. Et je crois que Deleuze est également lecteur de Schopenhauer. C'est à comprendre à partir du titre de Schopenhauer, n'est-ce pas? C'est plus le monde comme volonté, comme représentation, mais c'est le monde comme représentation et simulacre. Et l'idée est essentiellement anti-kantienne, c'est-à-dire déjà Schopenhauer, ça veut dire qu'on peut, sous la volonté et représentation, sous la représentation, on peut décrire le monde de la volonté, c'est-à-dire le monde nouménal. Et ça, dans l'architectonique de différence et répétition, c'est essentiel. On peut, sous le monde de la représentation, décrire le monde des simulacres. Mais Deleuze va dire ensuite qu'il n'est pas satisfait de cette notion de simulacre, qui est celle de différence et répétition. Donc, on pourrait dire que la question est ouverte, mais je ne suis pas si. Je pense que Finnegan's Wake reste un défi de taille et que l'approche deleuzienne témoigne d'une possibilité de relever ce défi en l'inscrivant dans un lignage, c'est la méthode deleuzienne des lignages. Joyce, héritier de Lewis Carroll sur la pratique des mots valises, etc. Donc je pense que peut-être ça tient le coup, mais ça serait l'objet d'un débat plus ample, probablement. Voilà. Je te remercie, Jean-Claude. Alors, s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions, Merci à vous de cette rencontre. C'était intéressant, c'est-à-dire quand tu as évoqué Louis Carroll, vraiment sur la question, cette partie qui concerne la logique, un peu le volet logique de votre leçon, cette référence à Louis Carroll et autour de la question du non-sens, comment on peut, par exemple, je voudrais comme ça profiter de toi un peu, de ta présence, comment on peut valoriser cet apport de Louis Carroll? Est-ce que tout simplement dans le sens
c'est-à-dire l'irrationnel peut aussi être rationnel quelque part. Et quand on fait des choses, on dit des choses irrationnelles qui n'ont pas de sens, ça peut élargir la sphère de notre rationalité, du sens. Oui, C'est-à-dire oui, comment spécifier justement l'apport de Louis Carroll dans cette équation sens-non-sens hum, euh, hum, hum. et comment, en quelque sorte, positiver en quelque sorte le non-sens. Est-ce que logiquement parlant, et comment, par le biais, par exemple, de la fiction ou de l'imagination, on peut apporter des choses, des éléments qui sont positifs. Oui, alors tu as pu remarquer que dans l'exemple de Lewis Carroll de la coïncidence qui va se promener avec un accident, Hmm. avec l'accident, Aristote est content. L'accident, c'est pas dans la table des catégories d'Aristote, mais enfin, c'est dans la métaphysique d'Aristote. Nous avons une théorie de l'accident. Hein. Quel est l'autre terme? C'est un peu comme, tu sais, dans la lettre de Pascal au Père Noël, où il dit, où il dit que le Père Noël de l'époque, donc le révérend Père Noël, pense que le vide n'existe pas parce qu'il n'y a pas de place pour le vide chez Aristote. Voilà. Ben, c'est un peu la même chose. Le paradoxe, l'exemple de nonsense de Lewis Carroll, il est très instructif parce qu'il nous montre que nous devons accepter des notions qui ne sont pas dans la métaphysique d'Aristote, que la métaphysique est plus compliquée que ne le pensait Aristote. Voilà. Alors, c'est du sérieux, mais puisqu'on est dans le nonsense, il faut voir que il y a une problématique plus compliquée qu'on ne croit. C'est très bien déjà de voir que le non-sens, c'est pas forcément simplement ce qui est agrammatical, et on peut avoir un nonsense qui a une signification ironique par rapport à la bêtise, par exemple, des choses comme ça. Bon, ou humoristique. Bon. Mais c'est plus compliqué parce que le nonsense n'appartient pas à Lewis Carroll. Il y a un grand antagonisme entre auteurs anglais, puisque c'est une spécialité anglaise. Nous avons le nonsense de Lewis Carroll, mais nous avons une autre préemption sur le nonsense, c'est Chesterton. Chesterton, catholique. Donc le nonsense au sens de Chesterton n'est pas le nonsense au sens de Lewis Carroll. Donc nous avons encore un débat qui s'ouvre là-dessus. Est-ce que si nous nous embarquons dans le nonsense, est-ce que nous allons retrouver chez Lewis Carroll? C'est possible. Mais il est fort possible que nous nous retrouvions aussi chez Chesterton avec un autre comment dirais-je, ça se voit dans un livre d'un mathématicien dont j'ai oublié le nom, qui avait un livre et qui écrit un livre pseudo sur Bertrand Russell, Jordan, voilà. Le livre de Jordan, qui est du Lewis Carroll. Le livre de Jourdain nous dit Russell, c'est du Lewis Carroll. Et Deleuze serait assez d'accord. Hein. Il dit les exemples en philosophie analytique, c'est toujours insuffisant, sauf ceux de Russell ou de Lewis Carroll. Hein. Bon, mais justement, quand on lit le petit livre humoristique de Jourdain sur Russell, ben on s'aperçoit qu'il y a un rapport conflictuel entre la préemption à la Lewis Carroll sur le nonsense, et puis une autre interprétation qui est le nonsense à la Chesterton, qui est lui aussi un auteur très, très important, qui sait manier le paradoxe lui aussi à sa manière. Voilà. Donc nous débouchons sur un nouveau débat. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à tous les participants à cette conférence ce matin. C'est Hassan, Valéria, José, merci beaucoup. Donc, Merci à vous. cette conférence est enregistrée. Donc, voilà, on aura le plaisir toujours de revoir, de revisionner cette belle conférence et cette discussion. J'espère qu'elle a été utile pour tous ceux qui s'intéressent un peu à la philosophie, à la pensée. Merci.
À C'est une moi, prochaine, à une prochaine rencontre. c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci.